OK. Bonjour à tous. Est-ce qu'on peut avoir le retour des uns et des autres, s'il vous plaît? Ceux qui sont connectés en ligne, là, s'il vous plaît. Bonjour, Monsieur Ntamak, je vous suis très bien en ligne. Merci, Monsieur Condé. Bonjour, je vous suis très bien OK. depuis Emma. OK. Merci beaucoup. Une fois de plus, encore bonjour et merci de nous renouveler de votre présence pour notre série de webinaires. Euh, je pense qu'il est 14h02. Le webinaire était prévu pour 14h, mais nous allons lancer dans 3 minutes. Je crois que les orateurs sont déjà présents, nous espérons aussi. Donc, dans 3 minutes, nous allons devoir commencer, juste le temps de laisser les autres nous rejoindre. Donc, on a atteint déjà la barre de combien? Combien de personnes? 15 personnes. OK. On va laisser 3 minutes et puis nous allons débuter. Merci.
OK, je pense qu'on a largement donné le temps pour que les uns et les autres se connectent. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue dans notre troisième webinaire de la série que nous avons débuté le 8 février. Une activité qui s'inscrit ici dans la révision des outils de surveillance au niveau du Cameroun. Il faut dire que notre premier webinaire portait sur les outils de surveillance, les outils révisés de surveillance. Nous avons eu 2 présentations dessus. Déjà sur la présentation des fiches de collecte et puis des outils. Et puis, nous avons fait une deuxième présentation ici sur les plateformes d'analyse des données. Aujourd'hui, donc, on va s'intéresser beaucoup plus à la qualité des données qui sont produites à tous les niveaux de la pyramide sanitaire, donc contrôle qualité des données. Et je vais là vous présenter l'agenda. Je pense qu'il est affiché. Comme vous pouvez le voir, nous avons 3 présentations. La première présentation qui va porter sur la qualité des données et les tableaux de bord de surveillance épidémiologique qui sera fait par M. Conguet Boris, qui est statisticien démographe à la direction de lutte contre la maladie, les épidémies et les pandémies. La deuxième présentation portera sur la qualité des données de surveillance au cas par cas, notamment pour les données des mères maladies évitables par la vaccination. Cette présentation sera faite par M. Raoul Nembot, qui est consultant chez Blue Square. La troisième présentation sera faite par M. Mwang Christian, qui est chef de l'unité de gestion des données au sein des opérations d'urgence de santé publique, et portera sur 3 astuces de routine à pratiquer au quotidien pour avoir les données de surveillance épidémiologique de qualité. Alors, vous avez là les 3 orateurs du jour. Comme consultant, nous avons M. Sakibo Alassane, à qui nous disons grandement merci, qui essaie de nous accompagner dans la mise sur pied de notre système de surveillance, notamment dans les modules de gestion de données dans le DHS2. Nous avons aussi ici en salle M. Wong Marcel, qui est consultant à l'OMS, qui va nous accompagner dans cette tâche. Voilà donc présenté ici le panel de ce webinaire du jour. Et sans plus tarder, nous allons passer la parole au premier orateur. Est-ce qu'on peut déjà caler sa présentation? Il s'agit de M. Conguet Boris, qui va nous entretenir sur la qualité des données et tableaux de bord de surveillance épidémiologique dans le DHS2. Nous attendons. Je ne sais pas, M. Conguet peut déjà caler sa présentation. Bonjour, M. Tamak. J'ai besoin qu'on me laisse partager l'écran, s'il vous plaît. Oui, et s'il vous plaît, en guise de rappel, nous allons procéder comme suit. Nous allons faire passer toutes les 3 présentations. Vous êtes prié simplement de prendre des remarques et puis la série de questions se fera jusqu'à la fin. Merci. Bon après-midi à tous. Est-ce que mon écran est visible, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut avoir la réaction? Mon écran est visible, s'il vous plaît? Docteur Kouéché, est-ce qu'on peut confirmer la visibilité de l'écran, s'il vous plaît, de la présentation? Oui, l'écran est visible. Oui, c'est visible. OK, bon après-midi. OK, merci, monsieur le modérateur, de m'avoir passé. Bonjour à tous et je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour discuter d'un sujet crucial dans le monde de l'analyse et de la prise de décision qui est intitulé Qualité des données et tableau de bord de surveillance épidémiologique. Le plan de notre présentation est le suivant. Nous allons tout d'abord parler des définitions et importance de la qualité des données. Ensuite, nous allons enchaîner avec les rappels sur les différentes dimensions de la qualité des données. Ensuite, les méthodes qu'il faut adopter pour assurer une qualité des données. Et nous passerons comme ça ensuite à la généralité sur les tableaux de bord
et les différentes étapes pour élaborer un tableau de bord et enfin l'utilisation de ces tableaux de bord dans une meilleure qualité de données. S'agissant de la qualité des données, il faut retenir que la qualité des données fait référence à la mesure dans laquelle les données sont précises, complètes, fiables et pertinentes pour leur utilisation prévue. Une bonne qualité de données signifie qu'elles sont exemptes d'erreurs, qu'elles représentent fidèlement la réalité qu'elles sont censées décrire et qu'elles sont appropriées pour prendre des décisions. Il est important également d'avoir une bonne qualité des données quand on sait que les données impactent directement sur la prise de décision, qu'elles permettent de la compréhension des problèmes les plus profonds et de faire également la planification et de gérer les ressources. Donc, ainsi, donc, les données qu'on a agiront directement sur ces derniers points que nous venons de citer, selon qu'elles soient dans de bonnes ou de mauvaises qualités. Mesdames et messieurs, à présent, quelques rappels sur les dimensions de la qualité des données. Ici, nous avons retenu 5 dimensions de la qualité des données, notamment la pertinence des données. S'agissant de la pertinence des données, il faut noter que cela fait référence à la capacité que les données ont à répondre aux besoins spécifiques d'une tâche, d'une analyse ou d'une décision. Elle inclut également le délai de transmission, notamment dans la promptitude, car le délai de transmission des données sont vraiment importants pour pouvoir prendre des décisions opportunes. Nous avons comme autre dimension l'exactitude des données. L'exactitude des données ici fait référence à la précision et la conformité des données par rapport à la situation réelle sur le terrain. Donc, les données doivent être remontées aux différents niveaux supérieurs, doivent refléter effectivement la réalité qu'on a. Il faut noter que nous avons deux grands ponts en ce qui concerne la complétude des données, notamment la complétude en termes d'entité qui fait référence ici là aux rapports qui sont peut-être transmis selon une fréquence bien définie. Ça peut être hebdomadaire pour les problèmes AP et peut-être mensuel pour les RMA. Et également, s'agissant maintenant de la complétude en termes de champ, c'est-à-dire les différents champs qui sont contenus dans les formulaires. Donc, on peut donc remarquer comme ça qu'une structure peut donc être complète en termes d'entité sans être complète en termes de champ. Donc, et la réciproque étant bien évidemment fausse. Consistance. La consistance fait référence à la concordance des données dans deux bases différentes pour la même entité. Euh, c'est pour ça qu'il est généralement important de faire des triangulations des bases de données pour pouvoir se rassurer qu'il y a concordance entre des bases de données. Peut-être ici, là, comme exemple, on pourrait dire que si nous avons deux bases de données qui collecte des informations sur un même individu. Il ne faudrait pas que dans l'une des bases, on ait un âge qui soit différent de l'âge dans l'autre base. Et enfin, ici, nous avons la cohérence qui fait, et bien évidemment, référence au lien qu'il existe parfois entre les données. Nous pouvons comme ça prendre par exemple l'exemple de la date de naissance et l'âge d'un individu. Il doit avoir une cohérence. Il ne faudrait pas que lorsqu'on se sert de la date de naissance et qu'on calcule l'âge, on se rend compte que cela est par exemple différent à qui sont généralement renseignés au niveau des MAPE. On ne pourrait pas normalement, en temps normal, avoir pour une même semaine épidémiologique un nombre de décès qui est supérieur au nombre de cas. Ce qui est des méthodes ou bien des différentes solutions qu'il faudrait adopter pour assurer une qualité des données, il faut dire que tout cela part dès la base, de l'origine des données. Donc, il est important de mettre en place des processus de collecte rigoureux dès la base en veillant à ce que les données soient collectées de manière cohérente et précise.
en utilisant comme ça des méthodes standardisées, des formulaires. euh, il est donc vraiment impératif de toujours remplir le formulaire physique euh, qui est au niveau généralement des formations sanitaires, puisque ce sont elles qui sont généralement les principaux pourvoyeurs des données avant de les saisir dans le DHIS2. Et également, peut-être on peut ajouter, ces formulaires doivent également être archivés. Également, nous avons la mise en place des règles de procédure pour garantir la qualité des données. Nous avons également l'utilisation des outils et technologies pour le contrôle de l'amélioration de la qualité des données. Cela s'adresse à toutes les personnes incluses dans le processus, depuis les concepteurs même de certains outils de collecte et ainsi que des utilisateurs. S'agissant des concepteurs, nous pouvons donc mentionner comme ça d'inclure dans les logiciels ou bien les outils des modules qui vont permettre de faire quelques tests de cohérence, peut-être intégrer des listes déroulantes qui vont faire en sorte de minimiser le nombre d'erreurs lors de la collecte. S'agissant des utilisateurs, il est question pour les utilisateurs de saisir les données dans le DHS2 en ayant toujours un réflexe de vérifier les données qu'ils saisissent avant de les transmettre. Aussi de vérifier, par exemple, les totaux cas et décès pour s'assurer parfois de la concordance euh, avant de les transmettre. Nous avons également la formation et la sensibilisation de tous les acteurs sur l'enjeu même de la qualité des données. Certaines personnes ou bien certains personnels non soignants n'ont pas vraiment une connaissance de l'importance des données pour vraiment prendre des décisions qui pourront impacter de manière positive dans le domaine de la santé publique. Donc, il est très important. Nous avons également les feedbacks qui doivent être faits à tous les niveaux et pas seulement aussi, surtout pas seulement quand les données sont de mauvaise qualité, même quand les données sont peut-être jugées de bonne qualité, il est important que le feedback soit fait depuis le niveau central jusqu'au niveau de la formation sanitaire. Et il faut dire ici, ajouter que ce qu'on utilise comme moyen, il y a des bulletins hebdomadaires, il y a des bulletins épidémiologiques, il y a des réunions d'harmonie et aussi il y a plusieurs, en fait, plusieurs moyens pour pouvoir faire ces feedbacks de manière générale. Et également, cela permet donc de gérer les erreurs lorsque on décèle ces erreurs-là dans les rapports qui sont produits. Bulletin hebdomadaire, on peut donc mentionner ces erreurs qui seront corrigées par le niveau inférieur. Mesdames et messieurs, à présent, donc, la généralité sur les tableaux de bord. Euh, un tableau de bord est un outil de gestion qui présente de manière synthétique des informations clés sur une activité. Il permet donc de visualiser rapidement les indicateurs de performance et les données importantes pour prendre des décisions. Il existe donc de manière globale deux classes de tableaux de bord, nommés ici tableaux de bord opérationnels et les tableaux de bord stratégiques. Les tableaux de bord stratégiques qui se consacrent finalement sur les objectifs à long terme, tandis que les tableaux de bord opérationnels vont se concentrer sur le quotidien et les réponses immédiates aux défis sanitaires. Ce dernier est généralement réservé aux techniciens et ces deux tableaux de bord, de manière générale, permettent de visualiser les tendances pour l'amélioration des performances, de faire une surveillance en temps réel des erreurs et des incohérences, d'avoir également des alertes et des notifications en cas de franchissement de seuil, que ce soit le seuil épidémique ou bien le seuil d'alerte. Comment donc procéder donc pour concevoir un tableau de bord? Ici, nous présentons quelques étapes qui permettent de pouvoir concevoir de manière idéale un tableau de bord. Pour concevoir un tableau de bord, il est d'abord idéal de définir l'objectif du tableau de bord et de recenser les différents indicateurs qui seront visualisables sur le tableau de bord. Ensuite, il faudra donc voir les différentes sources de données, collecter les données et les traiter. Choisis donc l'outil qui va permettre de concevoir les différents objets, que ce soit des graphiques, des tableaux, des cartes,
qui vont être intégrés dans le tableau de bord. Ensuite, nous avons dans la mise en place du système même du tableau de bord et les tests qui peuvent être faits. Et enfin, donc, un moyen qui va permettre de nourrir directement le tableau de bord, les différents acteurs sur le temps et au fur et à mesure que les saisies, le tableau de bord se met au fur et à mesure, se met à jour de manière automatique. Mesdames et messieurs, ici, nous allons présenter un exemple de tableau de bord. Dans le tableau de bord permet de manière hebdomadaire de voir les formations sanitaires qui ont comme ça notifié des cas pour des maladies à notification immédiate telles que le choléra, chikungunya, peste, variole, mpox, drépanocytose. Donc, pour pouvoir accéder à ce tableau de bord, il faut tout d'abord se connecter à l'instance DHIS2. Ce tableau de bord apparaît selon le niveau de la pyramide sanitaire, qu'on soit au niveau central, région ou au niveau district. Donc, une fois connecté, il faut faire donc la recherche au niveau de plus, comme c'est indiqué sur la diapositive, et saisir Delmep. Lorsque vous allez saisir Delmep, directement, il y aura des tableaux de bord qui vous sont pour Delmep mappé hebdomadaire. Une fois cela saisi, donc, vous aurez le tableau de bord qui va donc apparaître. Et dans le tableau de bord, vous aurez plusieurs objets. Vous aurez par exemple ce tableau croisé, le tableau croisé qui récapitule ici, là, comme nous sommes au niveau central, nous avons dans les régions qui ont notifié pour la semaine épidémiologique 9 des cas de fièvre charbonneuse, chikungunya, choléra, dengue. Et directement, cela vous permet facilement de faire un feedback et d'avoir en temps réel un aperçu de la qualité de vos données et de pouvoir faire le feedback comme nous l'avons dit. Également, nous avons également des cartes de complétude, de promptitude et aussi des formations sanitaires qui sont restées silencieuses. Donc, sur ce, je vous remercie et je repasse la parole au modérateur. Merci, M. Ntamba. Merci, Monsieur Conguet Boris, pour cet entretien assez riche. Sans plus tarder et sans transition, je pense que nous allons passer à la deuxième présentation. Celle portera sur le rapport qualité des données de surveillance au cas par cas, pour le cas des maladies évitables par la vaccination. Cette présentation sera faite par M. Raoul Nembot. Je ne sais pas si M. Raoul Nembot est connecté déjà. Est-ce qu'on peut caler sa présentation, s'il vous plaît? Est-ce que M. Nembot nous suit? C'est lui qui parle de la. Est-ce que monsieur avec nous? Oui, monsieur Raoul. Où est mon écran? Ok, l'écran est bel et bien visible. J'espère que l'ensemble du panel a aussi accès à cet écran. Alors non, sans plus tarder, nous allons passer la parole pour cette deuxième présentation, cet échange sur le contrôle qualité des données au cas par cas dans les CDS. Monsieur Nembot, à vous la parole. OK. Merci pour la parole. En fait, cette présentation se vaut un peu plus pratique par rapport à la première, c'est-à-dire un cas concret. Mais ça a été aussi pensé pour répondre à une future problématique. Nous savons que pour la surveillance, en ce moment, la plupart des données utilisées au Cameroun, c'est les mappés. Et à côté des mappés, on a d'habitude les informations sur les listes linéaires. D'habitude, nous savons c'est d'habitude sur Excel. Cette expérience, mais au niveau du PF, qui fait la surveillance au cas par cas, ils ont une base de données
très historique qui date depuis 2008, à le début de la surveillance au Tapaka. Et les MEV, il s'agit de la polio, la rougeole, la fièvre jaune et le tétanos néonatal. Avec Blue Square, il y a eu des formations, les mises à jour, le renforcement des capacités des M&I, et où tous les M&I étaient regroupés et ont appris des nouvelles technologies. Par exemple, l'utilisation de R pour pouvoir automatiser certaines tâches. Et nous avons accompagné l'équipe de gestion de données du PF pour monter des scripts pour pouvoir identifier rapidement les problèmes de cohérence de données. Du coup, nous avons d'un côté la surveillance des MEF, comme j'ai dit tantôt, le PF a 4 MEF. Les données sont collectées à partir des fiches, des formulaires physiques papier avec des informations. Nous convenons que écrit sur un papier, contrôler une cohérence, il faut être très fin. Du coup, voilà un premier biais où on peut avoir des problèmes de qualité de données. Du coup, la qualité des données devient logiquement insuffisante. Ensuite, comment mettre en place une structure de contrôle de qualité de données? Par exemple, sur une entité, il faut regarder sa date de naissance, par exemple, contrôler si sa date de naissance est supérieure, contrôler si la date de naissance vient vraiment, je veux dire, contrôler si la date de naissance est supérieure, est inférieure, par exemple, à la date de début de la maladie. Il y a plusieurs cas comme ça. Désolé, j'avais beaucoup de bruit à côté de moi là. Donc, il y a des petits éléments de contrôle de qualité qu'il faut à la fin pour pouvoir analyser les données, se rassurer que l'information est cohérente. Du coup, il, il a, il a été mis en place une structure des processus pour contrôler la qualité des données et des scripts pour pouvoir soutenir ces processus. Parce qu'on peut mettre en place des processus, mais il faut soutenir ces processus par une méthode informatique qui va rapidement s'exécuter et pour donner des résultats avec peu de temps. Voici les données que nous avons au niveau du PF. Il y a la polio, la rougeole, la fièvre jaune et le TNN. Le format de données, c'est des bases de données Microsoft Access. Comment faire ce contrôle-là rapidement? Voici une structure de données. On a le numéro EPIC qui doit respecter une certaine nomenclature. On a les différentes colonnes qui doivent respecter une certaine nomenclature. Bien que ces nomenclatures soient respectées, il peut arriver, par exemple, qu'il y ait des problèmes de cohérence de données dans les dates, comme j'ai dit tantôt. Il y a des problèmes de cohérence de données dans l'identification du numéro unique. Il est donc question de trouver des processus rapides pour corriger cela. Et comment ça se fait? Comment ça s'est fait? Il fallait définir des règles de contrôle. Ces règles de contrôle pour chacune des variables, et à partir de ces règles de contrôle, écrire un script pour pouvoir vérifier cela. Et avec la force de R, cela s'est fait très rapidement. Donc, l'environnement de travail, d'un côté, on a un studio qui a été utilisé pour faire ce travail. Voici des packages qui ont été installés dans l'environnement de travail pour aller rapidement. Et voici comment est constituée la structure du code. D'un côté, on a un dossier qui a les fichiers sources. On a les fichiers de script pour chacune des bases de données pour le contrôle. Et on a des résultats.
l'exécution du script va consister à entrer dans RStudio, lancer l'exécution d'un script et qu'est-ce qu'on a comme résultat? Ça, c'est un exemple de la base au rougeole. Vous voyez ici, on dit date of vaccination, the date of birth, c'est-à-dire la date de vaccination, la date de naissance. La date de vaccination, c'est le 1er janvier 2004 et la date de naissance, c'est en 2013. Donc, en fait, il s'est fait vacciner avant de naître. Ces éléments-ci, là, sur du papier, ça peut passer inaperçu. Même à l'encodage des données, ça peut passer inaperçu. Vu que nous sommes en train de migrer vers le CBS, ces éléments-ci, là, ça peut passer vraiment inaperçu. Quand on travaille dans un environnement qui n'est pas très bien structuré. Ici, par exemple, on a quelqu'un qui a pris sa vaccination en 2017, euh, euh, le 11 janvier 2017, et il est né le 11 février 2017. Du coup, on a ce type de contrôle-ci là. Et les résultats génèrent des fichiers Excel qui vont présenter de façon spécifique pour chaque contrôle qu'on a programmé, les identités où il y a le problème. Donc, on va voir un fichier Excel tout à l'heure. J'ouvre un fichier Excel là. Je repartage mon écran. Oh, j'ai des petits soucis de performance là. Je pense que ça peut aller. OK. Donc, voici un fichier Excel généré. Du coup, on a les numéros épiques des cas qui ont des problèmes selon le contrôle qui a été programmé. Donc, voici des contrôles qui ont été programmés. Pour ce contrôle-ci, il n'y a pas eu de problème. Pour cet autre contrôle, il n'y a pas de problème. Pour cet autre contrôle, pas de souci. Et ceci nous permet de nous rassurer de la cohérence des données. Pour cet autre contrôle, on a un numéro EPIC qui n'est pas bien écrit. Pour cet autre contrôle, des, des âges des, euh, des années des débuts de maladie qu'on n'a pas encore atteint ces dates-là. Pour cet autre contrôle, on cherche des cas où il n'y a pas le sexe, où on n'a pas précisé le sexe, ainsi de suite. Donc, de façon concrète, voilà un processus avec des scripts qui ont été écrits pour soutenir ce processus. Donc, on va terminer en disant simplement que, Monsieur Nemo, OK, oui, merci. Allons-y, allons-y. OK. On a ici, en définissant des éléments de contrôle et en les mettant en œuvre, on a un gain de temps, on a une simplicité, on a l'identification rapide des problèmes de qualité et on a la mise à jour aisée des scripts quand ils sont bien écrits. Parce que là, ils sont assez simplifiés et les problèmes les problèmes d'exécution sont rapides. Merci encore. Vous avez tenu dans le temps. Et merci pour ce cas pratique qui nous montre un peu comment est-ce que l'on peut résoudre le problème de qualité des données pour ce qui est de la surveillance au cas par cas. Alors, sans plus tarder, nous allons prendre notre troisième orateur, ici, en la qualité de M. Mwangue, qui est responsable IT au niveau du COUPS. Il va nous entretenir sur 3 astuces de routine
à pratiquer au quotidien pour avoir les données de surveillance épidémiologique de qualité. Monsieur Mwangue, chef d'unité gestion des données au niveau du COUS, vous avez la parole. Merci. Ok, merci Monsieur Tama. Alors moi, je pense que je vais faire un résumé de ce qui a déjà été dit plus haut en insistant vers la fin de ma diapo sur trois éléments clés, comme je dis, qui ont déjà été donnés plus haut et qui, s'ils sont appliqués au quotidien, vraiment va nous permettre d'avoir des données de bonne qualité pour des prises de décision. Slide. Alors, qu'est-ce que la qualité des données? Je pense que M. Koget a beaucoup insisté dessus. Tout d'abord, on parle de fonctionnalité également, caractéristiques qui garantissent que les données sont exactes, complètes et qu'elles donnent le message voulu. Donc, il y a plusieurs définitions qu'on peut donner à la qualité des données. M. Koget en a donné certaines, mais il y a celle-ci aussi qui est intéressante parce que il y a un résultat qu'on cherche dans la qualité des données. Donc, il faudrait que elle puisse nous permettre d'avoir le message vraiment voulu. Et puis nous disons que les données de haute qualité améliorent l'utilisation prévue, donc l'exploitation, la prise de décision, puis la planification. Alors, on remarque souvent qu'il y a certains problèmes de qualité de données et des problèmes que nous vivons, ces problèmes au quotidien, notamment les formulaires non remplis, les formulaires mal remplis, les sous-notifications ou même les sur-notifications. On a des rapports en double qui peuvent souvent créer des doublons. On a une collecte qui est des rapports qui ne sont pas systématiques. On a un rapportage qui peut être inexact. On peut avoir des formats inadéquats pour les rapports. Et puis, on a des présentations aux rapports tardifs, des périodes de déclaration incompatibles, des erreurs de calcul, des manques de documentation, des données ou fichiers perdus. Donc, c'est des problèmes, donc j'utilise comme ça des problèmes de données que nous vivons au quotidien. Un autre problème aussi souvent négligé est l'archivage. La manière dont nous archivons nos données. Vous savez que l'archivage est à trois niveaux. Il y a les archives courantes, les archives intermédiaires et les archives historiques ou définitives. Et nous, au quotidien, dans la surveillance épidémiologique, on a des formulaires, on a des registres, on a des documents que nous utilisons au quotidien. Et ça fait partie de ce qu'on peut appeler archives courantes ou alors archives intermédiaires. Mais la manière dont nous gardons tout ça a un impact aussi dans la qualité des données. La manière dont nous utilisons nos formulaires, nos fiches, nos documents physiques a certainement un impact dans la qualité au quotidien. Alors ici, je rappelle le cycle de surveillance. C'est un peu un outil que nous utilisons au quotidien. C'est présent dans le guide, c'est présent dans plusieurs types de formations. Et tout tourne autour de la qualité des données. C'est-à-dire que dans ce cycle, on parle de la détection, la collecte, l'analyse, l'interprétation, on a la communication de l'information, on a les actions qu'on doit mener, et puis on a l'évaluation. Et c'est un cycle qui est redondant, qui est continu. Donc, vous voyez que dans ce cycle-là, tout tourne autour de la qualité des données, parce que si dès la base, au niveau de la détection, au niveau de la collecte, cela ne se fait pas bien, ça a un impact certain sur les analyses, sur les interprétations, ça a un impact sur la communication, même qu'on va donner à l'information. Il est clair que les actions sur le terrain seront mauvaises, parce qu'imaginez-vous qu'on déclare 10 cas alors qu'on a 100 cas, on va poser des actions sur le terrain, on va déployer des moyens logistiques, peut-être des vaccins et autres, du personnel, etc., alors que cela ne reflètera pas la réalité. Donc, les données qui sont collectées, même si elles vous semblent inutiles ou alors c'est rebarbant, il faut quand même se rappeler que c'est un système, nous sommes dans un système, nous faisons partie d'un système. Et si, à notre niveau, nous manquons de bien faire, cela aura un impact dans tout le système. Là également, on montre un problème de qualité des données. Et ma question que j'ai envie de poser, c'est que pensez-vous de ce document d'enregistrement de données?
voyez un peu comment quelqu'un écrit là. Quelque part, je vois MF, je suppose que c'est femme, homme. Mais il y a beaucoup de choses dans ce document-là. Et imaginez qu'on vous donne un tel document, puis on vous demande de le valider. Vous comprenez que si la personne qui a écrit ce document n'est pas là, on aura du mal à interpréter tout ce qu'il y a dans ce document. Et c'est souvent ce qui nous arrive au quotidien. C'est-à-dire que moi, je passe en revue les registres dans ma formation sanitaire parce que je veux faire mon rapport de surveillance ou bien je veux faire je veux renseigner le formulaire hebdomadaire. Et en passant là, il suffit que les données soient mal renseignées. Vous voyez que je vais reporter des données erronées qui vont remonter jusqu'au niveau central. Et puis, il est bon de savoir qu'on a plusieurs types de sources de données au quotidien. On a des formulaires, on a les registres, on a le DHIS2. Donc, tout ça sont des outils. Je pense que dans l'une des sessions, je pense que c'est Marie-là qui présentait les outils. Dans l'une de nos sessions de ce webinaire sur les données, on a eu à présenter tous les outils qui sont utilisés au niveau de la surveillance. Donc, il est bon de les connaître, de les avoir toujours à côté de soi. Donc, une bonne collecte de données commence toujours par un bon formulaire. Heureusement que nous avons assez travaillé pour que chaque année, nous améliorons. Nous nous rassurons que les outils de base soient de bonne qualité parce que ce sont des outils qui sont utilisés dans tout le système, que ce soit en routine comme en urgence. Parce que même en urgence de santé, vous avez vu, il y avait l'alerte Marabout. Il a fallu concevoir des outils d'investigation appropriés et adaptés à l'alerte Marabout pour que les équipes aillent sur le terrain et qu'on puisse avoir des données de bonne qualité. Donc, tout part de la conception du formulaire et puis ça conduit à des données de bonne qualité et puis on peut avoir des résultats épidémiologiques fiables. Alors, les sources courantes d'erreurs dans la collecte et la saisie des données, c'est des sources que nous connaissons au quotidien. On peut parler des erreurs de transposition. Exemple, quelqu'un écrit 39. 39 est saisi au lieu de 93, par exemple. Donc, ce sont des fautes de frappe. Les erreurs de saisie, 1 saisi comme 7. Ou alors le numéro 0 est saisi comme la lettre 0. Il faut faire ces différences. Et ce que nous voyons au quotidien dans le DHS2, 9 est saisi à la place de 0. Vous savez que les deux lettres sur les claviers sont proches. Donc, il ne faut pas souvent un grand effort pour écrire 9 à la place de 0. C'est pour ça qu'on se retrouve souvent dans les rapports hebdomadaires où, pour un cas d'une MAPES, on a 0 cas, mais 9 décès. Les erreurs de codage, donc les utilisations d'un code incorrect, les erreurs de cohérence, les réponses de 2 ou plusieurs sur le même questionnaire sont contradictoires, les dates de libération antérieures à la date d'entrée. Je pense que M. Nembot a parlé des erreurs également au niveau des dates. Les erreurs d'intervalle, les données se situant en dehors des valeurs probables possibles, c'est-à-dire choisir entre 1 et 5, mais 7 est saisi. Donc, on a ce type d'erreurs qui reviennent au quotidien. Et là, on vous montre un exemple d'évaluation de la qualité des données. Vous voyez qu'on peut avoir un fichier comme ça avec plusieurs types de données. Next. Et next. On finit par identifier les différentes sources. Vous voyez que ce qui est encadré, en fait, sont des problèmes de qualité de données. Et Monsieur Koget-Boris en a parlé, les 5 dimensions de la qualité de données. Vous voyez qu'on va tous les retrouver là. Si je parle uniquement la colonne record number, donc, en principe, les numéros devraient se suivre. Vous voyez qu'on quitte de peut-être 797 à 799. On a des numéros de 4 chiffres, alors qu'on est censé avoir des numéros de 2 chiffres. Une ligne doit être unique. Donc, on a 2 lignes qui ont les mêmes numéros. Vous voyez que si je regarde au niveau de l'âge, je peux avoir des données, on va dire quoi, des gros écarts. Par exemple, on voit que la moyenne, là, c'est autour de 20, mais là, j'ai 2 ans. Donc, ça doit pouvoir m'alerter. Pourquoi dans ma série de données, j'ai 2 ans alors qu'en moyenne, ça ne tourne pas autour de 2. Et je vois également un autre écart là qui est 98 ans, alors que le plus élevé était 62 ans. J'ai les vides également, parce que le vide, ce n'est pas une information. Vous savez que dans les mappés, on parle de 0 comme une information. Le vide n'est pas une information dans une base de données. C'est pour ça que dans les rapports, on dit toujours, s'il n'y a aucun cas
notifié, il faut mettre 0 parce que 0 veut dire qu'il n'y a aucun cas. Mais le vide, on ne sait pas comment l'interpréter. Next. Et puis, il est important de combiner plusieurs sources pour se rassurer que les données que nous sommes en train de collecter soient des données de qualité. Donc, on peut avoir dans nos différents, que ce soit les districts, que ce soit la formation sanitaire, on a plusieurs sources où on collecte les données. Il y a même souvent des sources où on a des projets qui sont implémentés dans une formation sanitaire. Moi, j'ai vu avec les projets avec ECPAF où on collectait la même information 2 fois. Donc, pour celui qui est en charge des données, c'est intéressant pour lui d'avoir plusieurs sources parce que en collectant au quotidien, en comparant les différentes sources, on se rassure que les données qu'on est en train de collecter soient vraiment de bonne et de bonne qualité. Alors, nous ici, je donne donc les 3 astuces pour améliorer la qualité des données. On dit pour assurer donc cette qualité de données, examiner, entrer et agréger les données sur une base régulière. Donc, c'est un travail régulier. Ça peut être rebarbant, ça peut être dur, mais c'est un travail qu'on doit faire au quotidien. La première chose, c'est surveiller le taux de soumission des données, la promptitude, la complétude. C'est la première chose à faire. Et comme je dis, c'est un travail à faire régulièrement. Ce n'est pas quelque chose qu'on va faire de temps en temps. Si on veut avoir des données de bonne qualité, on doit faire ce travail au quotidien. Surveiller le taux de soumission des données, surveiller la promptitude, surveiller la complétude. On doit valider les données afin d'assurer la complétude, l'exactitude et la représentativité de ces données-là. Ça, c'est la deuxième astuce. Valider les données, quel que soit le niveau où je me trouve. Si je suis dans une formation sanitaire, alors je procède à une triangulation. J'ai plusieurs sources de données, je les compare et puis je valide les données avec un de mes collègues. Je peux m'asseoir, je valide. J'utilise les 5 dimensions de qualité des données que dont M. Kogek a parlé et puis je procède dans la validation de ces données-là. Et le troisième point, la troisième astuce, c'est fournir un feedback aux structures sur les lacunes identifiées et les valeurs suspectes. Je vous ai montré précédemment dans l'une des fiches où on avait des âges, on avait des écarts parce que personne n'avait 2 ans. Dans la moyenne, 2 étaient trop petits. Donc, c'est quelque chose qu'on doit encadrer parce que ça ressemble à une incohérence temporelle. On avait également un âge comme 98 qui ressemble à une valeur suspecte. Donc, il faut faire des feedbacks, il faut identifier cette valeur-là, où est la source de cette valeur-là, et puis faire des feedbacks. Donc, si il faut noter quelque chose sur ma présentation, c'est celle-là. Ces 3 points-là, les 3 astuces. Surveiller le taux de soumission de données, la promptitude, la complétude, valider les données afin d'assurer une bonne complétude, l'exactitude et la représentativité des données. Et puis faire le feedback aux structures sur les lacunes identifiées et les valeurs suspectes. Je peux vous le dire, si vous faites ce travail au quotidien, en un mois, vous verrez que vous aurez des données de meilleure qualité. Quand on parle de promouvoir donc la qualité des données avec les feedbacks, c'est la promptitude. Vous faites des tableaux avec des couleurs. Vous savez que les couleurs permettent de voir directement. On sait que le rouge n'est pas bon. Donc, quand je vois un tableau comme ça, je vois directement qu'est-ce qu'il y a en rouge. Et j'ai la légende pour comprendre que NR, c'est peut-être rapport non reçu. J'ai les indicateurs qui me permettent de voir que quand on est supérieur ou égal à 80%, c'est des données à temps. Et puis, quand on est vers 50%, c'est 50%, là, c'est 50%, c'est déjà moins de 50%, ce n'est pas de bonnes données. Donc, on a ces codes de couleur, là, on a les données à temps, les données en retard et puis les rapports non reçus. Il faut faire des feedbacks. Si je suis dans une formation sanitaire et que j'ai des services et que je collecte des données des différents points, ça peut être l'accueil, ça peut être le laboratoire, il faudrait donc que je puisse élaborer un tableau comme ça où je mets plutôt les services. Si je suis au niveau du district de santé, je vais mettre les données soit par aire, soit par formation sanitaire. Qui a donné les données à temps? Qui n'a pas donné? Qui est en retard? Et je fais le feedback. Je sais que dans les districts, il y a des réunions de coordination. Si je suis même au niveau régional, je fais le même travail que je partage au district, que je partage à ma hiérarchie et que je partage également à nos réunions de coordination. Et ces tableaux, nous, on a l'avantage dans le système que ces tableaux de bord, ces tableaux sont déjà
configurés dans le DHL2. Je pense que monsieur vous les a montrés. Mais comme la plupart des données démappées sont déjà renseignées dans le DHL2, ça veut dire que nous pouvons, ces tableaux sont générés de manière automatique et de manière hebdomadaire sur la périodicité qu'on veut. Donc, il est juste question de capturer les tableaux dans le DHL2 et de faire des rapports qu'on envoie de manière régulière. Et même chose pour la complétude. La complétude, vous voyez là dans un tel tableau, je peux voir qui a 36%. Je vois qui a 100%. Et il faut faire des commentaires. Donc, quand on a des données comme ça, on transmet aux différentes structures. On félicite ceux qui ont fait un bon travail. Moi, je me rappelle, dans l'un de nos groupes, c'était la région du Nord, je pense bien, qui a reçu une félicitation du ministre de la Santé publique. Vous voyez que c'est plaisant de savoir que quand on travaille, c'est apprécié. Et ce travail est apprécié parce qu'on peut faire des tableaux de ce genre où on voit les performances de chaque région et on se dit, OK, mais telle région est tellement performante et on met ça à l'attention du ministre. Vous savez, quand le ministre signe, il voit vos noms également. On ne sait pas demain ce que ça peut donner, mais c'est intéressant de faire ce type de tableau parce que ça permet à ceux qui sont en bas de remonter. Ça permet même de comprendre pourquoi ils sont en bas. Moi, j'avais ce travail, je faisais quand j'étais coach de la région du centre, par exemple. Je travaillais avec le busy du centre. Et puis, je peux vous dire encore aujourd'hui quels sont les districts de santé de la région du centre qui avaient les faibles complétudes chaque semaine. Donc, on peut dire en conclusion, donc, la précédente. Faites des commentaires. Voilà, le deuxième, la précédente. Faites des commentaires. Donc, au plus, le fait d'avoir des données où on présente la complétude, on présente la promptitude, il est bon de faire les commentaires. Les commentaires peuvent être sous forme d'appréciation, de remarques, etc., etc. Mais il est bon de faire toujours des commentaires. Et donc, en conclusion, nous pouvons dire que la qualité de données affecte le système de surveillance tout entier. Ne vous y méprenez pas. La qualité affecte tout le système de surveillance. Si nous avons des données qui ne sont pas de qualité, nos interventions, nos actions, nos planifications, la communication des risques, l'engagement communiqué, même l'évaluation des risques, tout ça est affecté par la qualité de nos données. Plusieurs types d'erreurs peuvent affecter la qualité des données, telles que nous les avons vues. Et puis, on a la possibilité de mettre en place donc, les 3 mesures pour assurer une collecte, une fusion, un stockage des données de qualité. Et puis, on ne cesse de leur rappeler, faites des commentaires parce que ça marche. Donc, voilà, présenter les 3 astuces à utiliser au quotidien qui peuvent nous permettre d'avoir des données de bonne qualité. Je vous remercie pour votre attention. OK. Merci beaucoup, M. Mwangue, pour cet entretien. Je pense que les uns et les autres ont bien pris des notes. Tout de suite, nous sans tarder, nous allons passer à la série des questions. Je vois les gens sont assez impatients, il y a déjà des mains levées. Donc, avant la prise de parole de nos experts, nous avons le docteur Kouichou, nous allons commencer par lui, qui a la main levée. Docteur Kouichou, à vous la parole. On va prendre les questions, s'il vous plaît. Et merci. J'ai déjà posé les questions dans le chat, mais peut-être c'est pour des commentaires maintenant. Vraiment, les 3 présentations étaient superbes. Et il faut bien dire. Excusez-moi, Christian Mwangue, au départ de la présentation, vraiment, du moins pas au départ, à un moment, j'ai retenu une bonne collecte de données commence par un bon formulaire. Ça, c'est la clé. Mais en résumant, vous avez donné 3 astuces. L'astuce là, c'est encore la clé. Moi, je ne sais même plus que j'ai choisi comme la clé. Donc, vraiment, écoutez, c'était superbe. Mais j'ai des questions, honnêtement. Je ne sais pas si je dois revenir sur les questions que j'ai posées aux autres dans le chat, mais je préfère m'adresser beaucoup plutôt à Christian. Dans les erreurs de saisie, attention, saisie comme 7, je ne sais pas quand vous dites saisie, parce que les anglophones écrivent le 7 pas comme les francophones. Ils écrivent comme sur le clavier d'ordinateur.
Ça, il faut bien tenir compte. Donc, si si vous saisissez les données par un anglophone, c'est simple. Vous pouvez bien regarder, vous voyez que les angles d'ouverture seront différents et vous pouvez savoir le 1 et le 7. Ça, ce ne sera pas une erreur en tant que telle. Je crois que c'est une source déjà qui peut, déjà à ce niveau, se faire. Bon, vraiment, je ne retiens pas. Nous avons pris on n'a pas beaucoup de temps pour les questions, mais je dis c'était vraiment très intéressant. Et je demande, vous avez identifié les gens qui font bien. Que faites-vous d'eux? Quand vous me parlez, ça fait longtemps que je suis les histoires de ma pays. Je sais que le Nord devrait être parmi les 3 premiers. Je connais que l'Est doit être dedans. Je sais que le Sud, ça, je crois que le docteur Tamak ne peut pas me démentir. Donc, vraiment, on peut déjà dire au bout de 10 ans là, quelles sont les régions qui ont maintenu un top. Et ça peut être à cause des individus ou même des délégués régionaux. Vraiment, il faut faire un truc spécial à ces gens-là. Je ne sais pas. Il faut être imaginatif. Je ne sais pas si c'est en termes de récompense, en termes de certificat. Naturellement, il faut tuer un certificat. Parce que ces gens de ces régions-là, je ne peux pas vous répondre, mais Théo va connaître si ce sont les délégués régionaux ou si ce sont je ne sais pas, les chargés de données dans ces régions-là. Il sait. Je ne peux pas le savoir parce que moi, je ne vois que les tableaux de complétude et de promptitude. Vraiment, je vous remercie beaucoup. Je vais vous contacter certains en background, surtout Raoul, parce que j'ai posé une question à savoir s'il y a une interopérabilité entre le CBS du PEV et le DHS2. Je vois que Raoul pouvait bien répondre ça même sans qu'on ne prenne du temps encore aux téléspectateurs. Merci beaucoup une fois de plus. Ok, merci beaucoup pour les commentaires. Je pense que c'est beaucoup plus les commentaires. Nous allons lire vos questions dans le chat, docteur Pécheux. Déjà, pour vous dire que pour ce qui est des récompenses dans le cadre des activités de coaching, pour l'année dernière, nous avons eu à primer les meilleures régions et je pense que vous les avez déjà citées. On va peut-être ajouter aussi la région de l'Ouest qui s'est démarquée par la qualité de la transmission des informations au niveau supérieur. Donc, ce que nous faisons peut-être aussi à notre niveau, c'est inciter que cette activité se fasse aussi au niveau des régions. Nous, au niveau central, nous avons primé au niveau des régions, mais que les régions aussi priment les districts qui sont bien démarqués au courant de l'année. Donc, je pense que nous allons prendre ce que vous avez mis là comme recommandation, comme proposition, et nous en tiendrons compte. Je ne sais pas si on peut déjà d'abord lire vos questions dans le chat avant de prendre la prochaine, monsieur Otto. Avant, monsieur Otto, est-ce qu'on peut lire, monsieur Maïdé, la première question du docteur Coucheux? OK. La première question est la suivante. À quelle fréquence est-ce qu'un personnel, c'est ça en anglais ici, je pense que très rapidement, monsieur Nemote est connecté, il va se renseigner. Alors, que chaque orateur regarde au niveau du chat pour s'enquérir des questions qui leur sont adressées. Je pense qu'on va passer très rapidement la parole à monsieur Otto. Monsieur Otto, vous avez la parole pour vos questions, s'il vous plaît. OK, merci beaucoup. Merci à tous et félicitations pour ce petit briefing qui nous aide véritablement dans l'analyse des données. Moi, c'est juste quelques remarques. Tout à l'heure, M. Manga a présenté évidemment le vrai problème que rencontrent les formations sanitaires pour la saisie des données et particulièrement la saisie qui se fait par téléphone. On comprend automatiquement qu'il y a un souci réel sur la saisie des données par téléphone. Un vrai problème qu'il faut résoudre. Au niveau du régional, moi, je vais passer. Allô, monsieur Otto? Quelques soucis de connexion avec monsieur Otto. Est-ce que monsieur Otto est connecté? Est-ce qu'il nous suit? Bon, je pense que sans tirer de l'eau à l'âge, est-ce que monsieur Otto voulait dire ici, c'est le problème que nous avons au niveau de la saisie des données? Pour les régions, on a toujours ces problèmes-là qui reviennent. Peut-être que le centre, pourquoi est-ce que le centre n'a pas telle ou telle position? Allô? Nous vous suivons, monsieur Otto. Je ne sais pas si on me suit. Parfaitement, monsieur Otto. Allô? Allô, monsieur Otto, est-ce que vous nous suivez, vous? Je ne sais pas si on me suit. Parfaitement, on vous suit, monsieur Otto. Voilà. Donc, je pense qu'il est peut-être aussi important que nous ayons des tableaux de bord
peut-être qu'on pourrait s'asseoir, pouvoir faire des tableaux de bord qui vont générer et permettre de partager au niveau des districts. Monsieur Touan a un peu été coupé. Je pense que déjà, ce qu'il faut retenir, comme l'a dit le docteur Précieux, que l'un des problèmes, alors l'une des solutions pour résoudre ce problème de qualité des données passe déjà également par les données. Ça va beaucoup aider. Donc, je pense que cette formation, elle est vraiment importante. Malheureusement, j'ai envoyé le lien dans les districts de santé et quelques data des districts ont pu se connecter pour pouvoir suivre ces réunions. Donc, vraiment, si on peut remettre, ça va beaucoup aider les districts de santé à évidemment comprendre l'impact qu'il y a de vouloir corriger les données. Merci. Merci, monsieur. Et on attend également au niveau des régions, nous travaillons avec nos propres machines, nos propres connexions Internet, depuis pratiquement que nous sommes là. Et on voudrait également ressentir qu'on a gagné quelque chose parce qu'on s'est donné à fond. Merci. OK, merci beaucoup, monsieur. Nous continuons à vous encourager dans les efforts que vous faites, particulièrement dans la région du centre. Comme vous l'avez dit, et ce qu'il a relevé le docteur Plucheux, l'un des premiers problèmes est au niveau de l'élaboration des formulaires de saisie. Moi, je pense que si les formulaires à la base sont bien élaborés, je pense que ça, c'est l'un des points qui pourrait nous évacuer un certain nombre en termes de problèmes de qualité des données. Autre chose, c'est la formation, les briefings, comme ce que nous sommes en train de faire. Et déjà, merci à la région du centre qui a partagé le lien, nous l'avons vu. Si beaucoup de responsables en charge des données, peu importe les niveaux où on se trouve, s'intéressent à ce que nous faisons, je pense que cela permettrait aussi de partager quelque chose en termes de capacitation, pas seulement attendre qu'on vienne former ceci. Je pense que ce que nous organisons aussi ici, c'est pour sensibiliser les uns et les autres. C'est une plateforme de coordination aussi que nous mettons sur pied. Je vais passer la parole ici à M. Mwangue pour l'intervention qui est ici. M. Mwangue, vous avez la parole. Oui, merci pour la parole de nous. Je voudrais juste rappeler que, alors, aujourd'hui, je pense que COVID a un peu accéléré l'utilisation de ce que les technologies nous proposent. Parce qu'avec COVID, on a eu beaucoup de propositions, beaucoup d'offres concernant des outils électroniques, des systèmes d'information, de gestion de données et tout le reste. Donc, ça fait que le DHS2 reste l'outil principal de collecte et de gestion de données. Et c'est intéressant parce qu'il permet de générer des tableaux de bord automatiquement. Donc, ça veut dire que chacun, à son niveau, a un tableau de bord. Il peut faire des captures et les envoyer au niveau inférieur. C'est-à-dire, si je suis en région, j'ai mes tableaux de bord pour faire mes feedbacks que je peux envoyer au niveau inférieur. Et je précise aussi que Raoul en a un peu parlé. On a développé d'autres outils. Nous les utilisons déjà au niveau central, mais je pense peut-être qu'on va mieux harmoniser ça pour, c'est-à-dire, apporter un soutien au DHS2. Et aujourd'hui, par exemple, moi, je peux générer une présentation PowerPoint avec des scripts. Donc, je peux générer des tableaux de bord directement chaque semaine en faisant juste un clic. Moi, j'ai tout un rapport qui me donne les complétudes et les promptitudes que je peux partager directement aux régions. Donc, ce sont des choses qui sont faisables avec la technologie aujourd'hui. Nous les faisons déjà. Et je pense qu'on va peut-être trouver comment harmoniser ça pour que, même au niveau des régions, vous puissiez avoir ce type d'outils-là. Donc, ce sera, en plus du DHS2, vous pourriez générer vos rapports automatiquement. Parce que tout le travail qui se fait de manière routinière doit être automatisé. C'est l'un de nos objectifs. Tout ce qui se fait de manière routinière, en termes de contrôle de qualité et autres, dans la gestion de données, devrait être automatisé. Donc, c'est quelque chose sur lequel nous sommes en train de travailler. Et je voudrais également, pour conclure, dire, la plateforme ECHO est disponible au niveau central et dans toutes les régions. Ça veut dire que des webinaires comme ceux-ci, vous devrez les structurer, les planifier et les organiser avec le district de santé. C'est même l'un des objectifs de coaching que nous sommes donnés cette année. Donc, chaque coach du niveau central devrait aider à la mise en œuvre des webinaires tels que ceux-ci dans les régions, parce que sur le plan de l'infrastructure, je pense que tout est OK. Je sais qu'il y a des supervisions qui se préparent
pour les plateformes éco. Mais je rappelle juste ça. Si M. Otto, vous voulez organiser un webinaire comme ça en région, faites appel à nous, voyez vos coachs. On va venir, on va vous aider à les implémenter. Donc, voilà ce que je voulais dire. Merci. OK, merci beaucoup, M. Mwangue. M. Nembot, vous avez la parole. Il y a des questions. M. Nembot, avec la main levée, vous pouvez réagir. Bon, je vois, si M. Nembot n'arrive pas à nous joindre, je vois M. Alain Blaise. M. Alain Blaise, vous avez la parole. Après, nous allons prendre Nicole Masson. M. Alain Blaise, vous avez la parole. Merci beaucoup, hein, monsieur le modérateur, hein. C'est vraiment intéressant. Comme je vois qu'il y a tous les acteurs du système là-dedans, j'ai vu que la préoccupation de beaucoup, c'est la rétro-information. En fait, c'est pour mieux comprendre. Normalement, le système qu'on présente, c'est un système où on rend les données une fois et on travaille dessus sur tout le réseau. Je parle de celui qui rend les données, je parle de ceux-là qui ont besoin de l'information. D'abord, première chose, l'information qu'on a produit. Normalement, j'ai entendu parler de aussi de donc la rétroaction et puis l'action. La rétroaction à celui qui a généré la donnée et puis aussi j'ai entendu les données pour l'action. Maintenant, je voulais demander aux techniciens que vous êtes. Normalement, les données, on les produit pour prendre une action. J'ai vu un peu la complexité que ça prend maintenant avec le DHS de l'interopérabilité. Bon, nous sommes au niveau des institutions de santé. Est-ce que eux, dans ce qu'on appelle la rétroaction, comment on va faire la rétroaction dans ce cas-là? Est-ce qu'il y a rétroaction dans ce système que je viens de voir? J'avais compris qu'il était, une fois qu'on rentre les données, on les voit à tous les niveaux. Comment on fait la validation? J'ai pas été ça n'a pas été trop clair pour moi. Peut-être Raoul ou bien quelqu'un peut, en 2 minutes, expliquer un peu comment on interagit avec cette base à tous les niveaux du système. Et moi, je ne vois pas la place de celui qui produit la donnée. Je n'ai pas trop bien compris par rapport à l'utilisation. Comment cette qualité-là va impacter celui qui utilise, celui qui produit. Parce que pour moi, c'est celui qui met les données dans ce système, c'est à lui que bénéficie la donnée le plus. Mais là, tel que vous le présentez, on a l'impression que l'idée, c'est d'amener les données à un autre niveau. Est-ce que l'utilisation de données est prise en compte dans cette qualité? Parce que pour moi, une donnée n'est de qualité que si elle est d'abord utilisée. Donc, même si au niveau où on produit les données, si on ne les utilise pas et qu'elles sont de qualité, je ne sais pas à qui ça profite. Je n'ai pas bien compris la focalisation sur celui qui produit les données dans votre système. C'est plutôt un système qui présente les données vers le niveau supérieur et ça, moi, je ne pense pas que j'ai bien compris pourquoi est-ce qu'on est à DHS2. Voilà, je m'arrête un peu ici. euh, OK, et à merci. vous. Oui, merci Alain. On va prendre la deuxième question de Nicole Masson, rapidement, avant de répondre de manière collective. Nicole, vous avez la parole, s'il vous plaît. Nicole Masson, vous avez levé la main. Vous avez la parole, s'il vous plaît. Oui, bonjour, merci à vous et merci aux 3 orateurs. Vous m'entendez? Très bien, parfaitement, Nicole. D'accord, merci. Ma question s'adresse particulièrement à M. Mwangue. Par rapport au vide, quand on remplit les données, il dit on ne devra pas laisser les vides. On devra au moins se mettre quelque chose, un 0 par exemple. C'est vrai, on met généralement le 0. Mais après, quand vous revenez cliquer quelques temps après, vous vous rendez compte que tous les zéros ont disparu. Donc, c'est le vide qui est resté. Du coup, comme ça, on se demande si ça vaut encore le coup de mettre les zéros. Parce qu'en mettant même bien les zéros, ça vous fait perdre déjà en temps et autres. Donc, on se pose des questions par rapport à ça. Et l'autre question, c'est comment trianguler, par exemple. Est-ce qu'on devra trianguler les données qui sont uniquement dans les mappés ou alors dans le RMA, ou alors est-ce qu'il est possible de trianguler entre mappé et RMA? Troisième chose, la place des commentaires, il a dit il faut
absolument noter quelque chose dans la rubrique commentaires. C'est vrai qu'il faudra noter quelque chose, mais si on estime qu'il n'y a pas quelque chose d'important, par exemple, si vous n'avez pas eu un cas, par exemple, de rougeole, ou bien, je sais pas moi, de la dengue, ou bien, je sais pas moi, est-ce qu'il faut noter quelque chose pour noter, ou alors il faut noter utile, par exemple? J'aimerais savoir s'il sera possible pour vous de nous envoyer cette présentation parce qu'il y a beaucoup d'astuces qui ont été énumérées par Monsieur Mwangue. On aimerait vraiment les mettre en pratique. Et je terminerai en posant une question spécifique. On a, quand vous remplissez dans le DHIS2, par exemple, vous êtes au niveau de, vous voulez valider les données. On vous dit que vous ne pouvez pas valider. Un problème de son. Doit être inférieur au nombre de consultations. Maintenant, quand vous vérifiez vos données, qui vous revient, vous posez la question de savoir, est-ce qu'il n'y a pas un souci par rapport à la conception à ce niveau-là? Je ne sais pas. Donc, voilà un peu mes quelques préoccupations. Et vraiment, merci pour ces webinaires dont vous nous partagez tout le temps. C'est vraiment édifiant et ça nous va droit au cœur pour nous autres qui sommes dans le domaine de la santé. Merci beaucoup, Nicole. C'est nous qui vous remercions pour votre participation active. Je vois M. Nembota la main levée depuis. On va laisser le soin de prendre la parole avant de revenir sur les questions adressées à M. Mwangue. M. Nembota, vous avez la parole. Ok, c'était pour répondre un peu à la préoccupation de Dr. Kweche. Oui, parce que je voulais lui simplement faire comprendre que pour le moment, au Cameroun, le case-based surveillance va se résumer plus aux line lists qui sont transmis du district de santé au niveau et compilés au niveau régional et envoyés au niveau central. Donc, le cas que j'ai voulu présenter, c'est vraiment comment faire ce type de contrôle-là, parce que là, on a affaire aux données qui ont dont les colonnes ont plusieurs types, sont de plusieurs types. On peut avoir des dates, du texte, des chiffres, ainsi de suite, et parfois des données qui sont composées, qui ont une structure bien définie. Et c'est là où mon intervention venait, c'est-à-dire quand on a ce type de données, avec les systèmes qu'on a en ce moment, c'est là où nous sommes en train d'aller vers le case-based surveillance. Comment contrôler cela? Avec l'expérience du PF, même dans le DHS2, même quand on intègre tout cela, on peut toujours se retrouver avec ce type de problèmes de qualité de données. Et il est donc question pour aller plus rapidement, donc de mettre en place des mécanismes, on commence par des procédures, et pour que les procédures soient soutenues, il faut quelque chose qui va ça peut être une application, ça peut être des scripts, ça peut être quelque chose de particulier. Il n'y a pas d'interopérabilité pour le moment, le case-based surveillance est en train de se construire au Cameroun dans le DHIS2, mais au niveau du PF, il y avait déjà des bases de données qui existaient déjà. Et c'est un peu l'expérience. Ça, c'était un peu l'expérience de l'utilisation de case-based surveillance, où bien que les fiches soient bien structurées, bien que le système semble être bon, on peut toujours avoir des éléments de cohérence et il faut pouvoir définir des procédures, il faut pouvoir définir des règles de contrôle et les programmer pour pouvoir générer des analyses de qualité rapidement. Donc ça, c'était un peu pour répondre à votre question. Merci beaucoup, M. Nembo. Très rapidement, M. Mwangue, vous avez 2 minutes pour votre intervention. Nous sommes déjà à 15h17. On va devoir arrêter dans quelques minutes. Okay. Donc, 2 minutes, M. Mwangue, pour répondre. OK. Alors, la première question par rapport à celui qui collecte la donnée dans le système, est-ce que déjà il a accès aux données collectées? Et maintenant, c'est un webinaire.
C'est un webinaire où en 1 heure, on est censé donner un certain nombre d'informations. Et donc, on ne peut pas tout présenter ici. Mais effectivement, celui qui collecte la donnée, c'est même la première personne, c'est-à-dire c'est le premier niveau de contrôle de la qualité. Donc, il y a un gros travail à faire à ce niveau-là. Il y a des indicateurs qui permettent de vérifier la qualité des données. Monsieur Kogebois qui a parlé des 5 dimensions de la qualité. Si on associe ces 5 dimensions-là avec les 3 astuces, on va voir qu'au niveau de la deuxième astuce, il doit faire donc vérifier la qualité de ces données. Il devrait pouvoir rentrer dans le système, voir ce qu'il a collecté, voir si c'est croiser ça avec sa source de données. Parce que celui qui a la formation sanitaire, qu'est-ce qu'il fait? Il a un formulaire qu'il doit renseigner et les données contenues dans ce formulaire peuvent provenir de plusieurs registres. Les registres de consultation externe, les registres de laboratoire, ça peut être aussi même des registres de consultation des médecins. Donc, il prend tous ces registres et puis il renseigne les données dans son formulaire de notification de MAPE. Et ensuite, donc, il collecte, il saisit les données dans le DHS2. Donc, il doit avoir donc ces indicateurs-là de performance en termes de complétude, voir s'il a saisi à temps toutes ces données, etc. Donc, mais on a d'autres présentations qui expliquent de manière claire qu'est-ce qu'il peut faire au quotidien pour vérifier la qualité de ces données. Merci, M. Mwangue. Alors, l'autre question sur la notification 0 dans le DHF2, c'est un problème que nous avons avec la 6. Il faut savoir que quand on met 0 dans un formulaire, fois 6000 formations sanitaires, ça pèse en termes d'espace, en termes de capacité. Donc, je pense que c'est pour ça que de temps en temps, c'est la 6 qui, dans les manipulations, je suppose, efface les zéros pour gagner en espace serveur. Mais dans le cas de la surveillance épidémiologique, le 0 est une information. Donc, la notification 0 reste importante. S'il n'y a eu rien, on met 0. Si ça s'efface, ce n'est pas votre souci, c'est à gérer avec la 6. Concernant la triangulation des mappés RMA, ce problème a déjà été résolu. On se focalise dans le DHS2 pour ce qui est des mappés. Et les mappés, chaque fois qu'on renseigne les mappés, les mêmes variables pour les RMA sont renseignées automatiquement. Donc, depuis cette année, ce problème est déjà résolu. Donc, continuez à renseigner les mappés dans le DHS2. Automatiquement, les mêmes variables seront renseignées pour les RMA. À propos des commentaires, ça, il faut continuer à faire. Les présentations vous seront également envoyées. Si vous êtes inscrit, vous pouvez même les télécharger dans la plateforme. Ok, voilà ce que je peux dire. Ok, merci beaucoup, monsieur Mwangue. Peut-être aussi un peu, je pense qu'on a posé le problème des feedbacks. Il faut dire qu'il y a des SOP qui sont écrits entre la saisie des données et l'information transmise au niveau central. Et à chaque niveau de la pyramide sanitaire, chacun joue son rôle. Donc, le processus de feedback est connu par tous les acteurs et puis il y a des documents qui le précisent. Alors, très rapidement, nous allons passer la parole à nos 2 experts qui ne cessent d'attendre. Nous avons M. Sakibou qui est connecté. Sakibou qui est avec nous depuis 2015 dans la mise en place du DHS au Cameroun, qui essaie de nous suivre, de nous accompagner. Monsieur Sakibou, vous avez la parole pour dire quelque chose. Parole d'expert, pour partager un peu votre expérience avec nous. Monsieur Sakibou, vous avez la parole. Je demeure aussi apprenant de vous. Bonjour à tous. Bonjour, Sakibou. Et vraiment intéressant ce webinaire, surtout avec très belles questions. Ce n'était pas le cas par rapport à d'autres webinaires par le passé. Là, vraiment, j'apprécie encore. Je pense que le module était intéressant. C'était pour cela les gens ont tellement posé de belles questions et des questions très passionnantes. Alors, c'est bon, je pense que Mwangue a répondu vraiment par rapport à la validation des données. Vraiment, c'est à tous les niveaux. La qualité, elle est là. Le module même de qualité pour exécuter, pour voir quelles sont les erreurs qui ont été générées au niveau du système. Ça peut se faire au niveau des FOSA, au niveau des districts, des régions et au niveau central. Et chaque niveau devait checker d'abord. Ce n'est pas au niveau central d'aller découvrir qu'il y a eu des aberrations. Il faudra même déjà que le niveau district, le niveau régional puisse même les découvrir même avant le niveau central. Et c'est ce qui est un peu comme un peu dommage au niveau des pays souvent, que ce soit le niveau central qui soit obligé de venir faire encore le feedback vers le niveau régional, alors que tout le monde avait ce module-là disponible. Et l'utilisation des données, comme vous l'avez soulevé, elle est intéressante. Et cela même participe à la qualité des données, comme vous le dites. Et l'un des principes aussi, c'est que lorsque vous êtes en train d'organiser vos réunions périodiques au niveau des districts,
faudrait que cela fasse partie prenante de ces réunions de coordination ou de ces réunions périodiques. Souvent, c'est plus mensuel. Que au moins que les gens, chaque FOSA puisse venir présenter ces données directement à partir de DHS2, puisse aussi exécuter ces qualités pour qu'on voit que tout est clean au niveau même déjà du district lors des réunions périodiques. Et en même temps, qu'ils viennent aussi avec leur copie dure. Il ne faut pas que les gens viennent aux réunions comme ça, mais il faut que les gens aussi puissent venir aussi avec leur rapport copie dure. Là, en ce moment, s'il y a en même temps des corrections ou des soucis, que les gens puissent le corriger lors de ces réunions périodiques qui se font de façon mensuelle. Et donc, ça aussi, c'est quelque chose qu'on doit beaucoup plus cultiver davantage. Et bien entendu, s'il y a par exemple, il y a quelqu'un qui a posé la question comme quoi il y avait eu quand ils exécutent la validation qui ne passe pas parce qu'il y a le nombre de consultants qui est supérieur au cas suspect qui devait perdre tous les cas. Il faut signaler ces erreurs. Par exemple, il y a des fois, certaines règles même ne sont pas créées. Il faut signaler, il faut demander à ce qu'on puisse créer même ces règles-là si vous les découvrez. S'il y a des règles aussi qui ne marchent pas bien, il faut clairement que cela soit signalé et que ça ne soit pas signalé juste par appel. Vous pouvez même écrire un Word, un petit document et faire même des captures d'écran, dire qu'ici, ici, en faisant telle action, ça ne marche pas ou voilà le résultat qui sort et que ça soit sous forme de Word que vous pouvez maintenant envoyer même par mail à la CIS en mettant en copie les gens de la surveillance aussi pour que le suivi soit parfait. Donc, ça aussi, ce sont des choses aussi qu'on doit pouvoir faire pour que nous-mêmes aussi, au niveau opérationnel, on participe à ces règles ou à cette configuration pour une bonne qualité de données. Je pense que c'est ce que j'avais à partager. Je ne sais pas s'il y a encore d'autres aspects, nous pourrons revenir là-dessus. Merci. Merci, M. Sakimbo Alassane, pour cette régularité et cet apport. Nous avons ici aussi en salle l'expert en système d'information, analyste et gestionnaire de données, consultant à l'OMS. Monsieur Marcin, on va nous dire juste un petit mot avant qu'on clore la session. Marcel, à vous la parole. Merci, Monsieur Ntamak. Très gros sujet qui a été abordé ce soir. Et justement, peut-être une des recommandations que je pourrais formuler, c'est qu'un sujet avec des intervenants soit réabordé parce qu'il y a plein de questions pertinentes qui n'ont pas pu être répondues actuellement et on sent un intérêt des participants. Les exposants, les orateurs ont abordé tout ce qu'il fallait. Monsieur Combe, par exemple, en parlant des dashboards opérationnels et stratégiques, il y a cette sensibilisation au niveau des opérateurs parce que l'information sanitaire n'est pas publique. Le feedback, c'est bien. Sur un dashboard, c'est bien. Mais en étant sûr que ça ne va pas se retrouver dans le réseau Facebook, WhatsApp, avec les données et des tendances qui sont parfois des cas suspects. Un autre élément, c'est Monsieur Nembot a introduit cette composante-là où des codes R peuvent déjà être écrits pour faire automatiser des opérations de contrôle d'analyse des données. Si c'est un code R, ça veut dire qu'il est facilement réplicable du niveau national au niveau régional. Et du coup, il peut avoir des codes qui sont préparés pour les régions, des codes qui sont préparés pour les districts. Peut-être il y aura des petits processus d'appropriation de cette technologie-là, mais ce sera pour leur permettre d'avoir cette analyse, saisonnalité, pertinence, cohérence des données. Et ces éléments-là peuvent être réabordés. Comment mettre ces composantes-là sur pied pour attirer une meilleure qualité de données. Je vais m'arrêter là. Je vous remercie. OK, merci beaucoup, l'expert. Comme vous l'avez dit, c'est une très bonne recommandation. L'expert peut-être avoir un acteur de terrain pour partager ce sujet avec lui dans les prochains webinaires. Ce n'est pas fini, c'était la première série de 3. Nous allons réfléchir sur les prochains sujets avant de vous convier encore. Je pense que nous sommes à la fin. Je suis arrivé à la fin de notre webinaire. Au nom de Madame le directeur de la lutte contre les épidémies et les pandémies, de la sous-gestion contre les épidémies et les pandémies, au nom du chef service de surveillance épidémiologique, le docteur Miyoga, qui a initié sous l'impulsion de la hiérarchie cette activité, nous allons vous remercier grandement pour votre participation active, votre présence régulière
et nous tiendrons rapidement informés sur la prochaine série de 3. De cela vous passez déjà, nous souhaitons de passer une très bonne fin de journée et comme on vous dit, il suffit simplement de vous inscrire sur la plateforme pour avoir accès à toutes les présentations, elles sont déjà disponibles. Donc, le lien a été partagé. Tous ceux qui ont reçu l'invitation, ou même ça circule dans les groupes. Donc, il suffit simplement de vous inscrire et puis toutes les présentations seront partagées à votre niveau. Vous pouvez aussi faire un mail à l'adresse du groupe si vous avez des préoccupations. Si vous avez même des sujets que vous voulez qu'on pose sur la table, nous restons disponibles et ouverts. Alors, sur ce, M. Lesper, M. Marcel, M. Mwangue, nous allons dire merci à nos honorables qui nous ont prêté leur oreille et à plus. Merci à vous. Et bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Bonsoir. Bonne soirée. Bonne soirée, Merci. bonne soirée. Bien, bonne soirée à tous. Merci. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée. Que la RDC vous salue. Bonne soirée à tous. Bon courage, félicitations. Merci. Bonne soirée.